26 octobre 2025, Charles Faye, journaliste, éditorialiste, et Dr Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur, expert, évaluateur de la revue Hope de Bogota, en Colombie. L'ère du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samadi. Dimanche 26 octobre 2025, bienvenue à l'ère du temps, que ce soit donc Charles Faye, journaliste éditorialiste, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, Dr Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur, expert évaluateur de la revue Hop de Bogota, Colombie. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, ces semaines, on parle que de la dette cachée, des rapports cachés entre autres, les arguments des uns et des autres sur cette affaire qui secoue le Sénégal depuis quelque temps. Charles Faye, cette polémique autour de la dette ou des rapports cachés, quelle lecture peut-on en faire? Merci et bonjour à tous. La première lecture, c'est que depuis qu'on parle de cette affaire, depuis l'année dernière, pratiquement, d'abord des constats. Et les premiers constats qu'on peut voir, c'est d'abord la dégradation des notes du crédit du Sénégal, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'accès difficile au financement. Troisième chose, quasiment la domiciliation des emprunts dans le marché de l'UEMOA. Et donc, du coup, on se retrouve face à des restrictions. Et ces restrictions amènent le gouvernement et le peuple sénégalais, d'abord le gouvernement, à voir son champ financier se réduire et être exposé à ce qu'on appelle des déficits de trésorerie. Et du coup, la trésorerie prend beaucoup plus d'ampleur que tout le projet et l'intelligence financière. Et en retour, les entreprises le vivent parce que il n'y a pas les commandes publiques qu'il faut. Et comme nous savons la grande dépendance du secteur privé par rapport à la commande publique, et du coup, après, c'est en chaîne, ça va au niveau de la consommation, au niveau des ménages, au niveau des emplois et tout ça. Et donc, du coup, il y a une crispation qui se fait avec une tension de trésorerie et une tension qui va devenir, après celle-là, économique, puis financière. Je pense que c'est un triptyque sur lequel on ne s'attarde pas beaucoup, on est beaucoup plus sur des questions sémantiques, alors que la vérité économique et la vérité financière, elles ne s'attardent pas sur des questions d'ordre sémantique. Elle est dans la réalité des chiffres, dans la réalité du marché, et c'est ça aujourd'hui qui crispe, c'est la crispation en tout cas que l'on peut constater. Docteur Abdoulaye Diouf, par rapport à cette dette cachée, ces rapports cachés, et surtout la polémique qui s'ensuit, Charles Faye a expliqué que la réalité des marchés est tout autre. Oui, donc je profite de l'occasion pour vous remercier mon vis-à-vis et ensuite saluer tous les Sénégalais qui nous suivent. Mais moi, j'essaierai autant que faire se peut de pouvoir plus ou moins cerner le problème sous l'angle de trois choses. D'abord, une sorte de triptyque, il n'y a pas de triptyque. C'est d'abord l'enthousiasme du néophyte, le balbutiement de l'enfant prodige et l'idiosyncrasie des Sénégalais. Pourquoi? Donc, je pense que avec ces effets d'annonce qui ont suivi, parce qu'automatiquement, dès leur prise de fonction, ce qu'on appelle l'enthousiasme du néophyte, parce que le néophyte, quand il prend en charge les rênes d'un pays ou bien d'une profession ou bien même d'une association, il veut coûte que coûte montrer qu'il y a une touche toute originale, totalement différente de tout ce qu'il y avait. Ok, c'est pas mauvais, mais en ce sens, on risque même de faire des ailes, des fois même on commet des erreurs qui pouvaient effectivement être évitées. D'un point. De l'autre point, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit par exemple? Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. De tout temps, le Sénégal a eu des relations avec ce que l'on appelle les bailleurs de fonds, particulièrement le FMI. Et même malgré ce que l'on appelle certains tenants certaines thèses au cours des années 1980 plus qui disaient que le FMI et la Banque mondiale, il ne faut même pas en toucher. Pourquoi? Parce qu'avec le FMI et la Banque mondiale, qu'est-ce qu'on a constaté? C'était le PAMLUT avec Abdou Diouf, le programme d'investissement à moyen et long terme. Mais avec son corollaire, des licenciements à l'appel. Avec son corollaire, le fait de radier les policiers, de radier les policiers. Avec son corollaire, quoi d'autre? Tous les concours prestigieux qu'il y avait au Sénégal, avec la dette et avec surtout l'FMI et la Banque mondiale, ces concours ont prononcé leur oraison funèbre et ont été relégués au musée des archaïsmes. Et je n'en veux pour preuve que ce que l'on appelle exactement l'école normale régionale, qui nous permettait au moins d'avoir des enseignants créés à la main, bien formés à partir de la classe de 3e cycle, le BFM, jusqu'à 4 ans, 3 ans le bac, 4e année, l'année de spécialisation. Il y a quoi? Au niveau de la magistrature, au niveau aussi de l'ENA, on prenait à compte-gouttes. Et nous avons vu que Abdou Diouf nous parlait de moyens d'État, mieux d'État. Mais qu'est-ce que cela a donné les moyens d'État, mieux d'État? C'est pas que Gorgorlou,
qui a des difficultés, parce que nous sommes dans un pays où on a ce qu'on appelle une économie informelle. 80% de la population, le matin jusqu'à vers 11h, vers midi, c'est à partir de ce moment, effectivement, qu'ils sentent qu'ils ont une possibilité de pouvoir envoyer à travers ce que l'on appelle ces quelques organismes-là qui font effectivement les échanges en termes de monnaie, je ne voulais pas citer, V ou bien Orange Money, excusez-moi, la pub. Malheureusement, quand le nouveau régime est arrivé, il a tout plombé. Il a dit que nous voulons voir ce qui se passe au niveau de BTP. C'est bon, il faut voir, mais ne pas faire sorte ce qu'on appelle une époque, ce que les phénoménalistes parlent en termes philosophiques. Ça, deuxièmement, je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Mais le problème de la dette dont on parle avec les FMI, il y a une dette cachée, il y a des rapports cachés. Mais il y a un rapport de la Cour des comptes de 2022 qui dit, le rapport de la Cour des comptes dit, sur la dette au Sénégal, après des analyses du dispositif de contrôle de la dette, qui demande qu'on fasse ça. Deuxièmement, il dit qu'il y a des défaillances des systèmes d'information, d'où la manière dont la dette est communiquée révèle des failles et des impairs. Mais vous venez directement, automatiquement, un nouveau régime qui dit qu'au Sénégal, nous avons constaté qu'effectivement, la dette a été cachée. Mais les bailleurs de fonds qui étaient là-bas, et d'ailleurs nous l'avons vécu, vous dites, ok, la dette a été cachée, pertinent et c'est bien. Maintenant, dites-nous comment la dette a été cachée. Et alors que lorsque la représentante des FMI est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Par de misreporting. Et moi, la dette dont on parle, je veux savoir, effectivement, c'est la dette réelle entre l'État du Sénégal et ses différents bailleurs, ou la dette des sociétés nationales sous le paravent de l'État. Et c'est une question à clarifier. Deuxièmement, la Cour des comptes, tout ce que dit le FMI, la Cour des comptes l'a déjà dit. Il dit que le système d'information comprend deux applications, DAIDA, Aster, et la Cour des comptes donne. Il dit que ces deux éléments, dit que ces deux applications ne sont pas interfacées. Pour cela, il faut des ordres de paiement, des fois même, qui ont été saisis de manière manuelle. Donc moi, c'est pourquoi je dis que, ne serait-ce que pour que le pays sorte de cette situation exsangue dans laquelle nous sommes, je pense qu'il faut que nous fassions preuve de plus de doigté, preuve de plus de perspicacité et de courage et éviter les déclarations d'intention dans le but, ne serait que d'avoir un électorat, alors que là où nous allons, si on ne prend pas les grands agrégats, le pays risque d'aller à volo et ce serait la catastrophe. La réalité du terrain aujourd'hui est que l'économie sénégalaise est dans une situation difficile. L'État est obligé, pour avoir des fonds, de faire des prélèvements de 1% sur les achats sur les numéraires, avec les grandes surfaces, la Sonatel, la TVA, entre autres. Quelles sont les conséquences sur les ménages? C'est comme qui dirait, pour être trivial, de machin très simple afin qu'on comprenne, c'est comme qui dirait quelqu'un qui a 1000 francs et qui avec 1000 francs se retrouvait à avoir une propension à consommer de l'ordre de 800 francs et 200 francs de propension à épargner. Et qui donc sur les 800 francs de sa propension à consommer constate qu'il y a une contraction très très forte et qui ramène à ne plus pouvoir acquérir pour le même montant les biens qu'il pouvait avoir. Et du coup, il va falloir qu'il aille chercher dans la propension à épargner pour venir combler le gap afin de rester dans l'acquisition des mêmes biens. C'est sa propension à épargner qui va maigrir. Et donc, c'est la projection sur l'avenir, c'est sa projection, ce sont ses projets, tout ça qu'il va devoir différer et mettre sur, par exemple, le long terme, alors qu'il les avait prévus sur le moyen terme. C'est ça la réalité que va vivre. Donc, j'avais ça pour vivre avec, je vais devoir aller chercher encore plus pour vivre. Et du coup, moi-même, je vais me retrouver dans ce qu'on appelle un système de dette. Parce que n'oublions pas que le Sénégal est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Cela aussi, il faut le dire. Nous avons acquis un certain nombre de choses que nous payons, mais ils sont au-delà de nos biens. Et pour vous donner un exemple simple, le match contre la Mauritanie au stade Léopold Abdoulaye Wade a posé des problèmes pour l'acquisition du prix des billets. Le prix des billets a posé un problème. Ce stade, peut-on y entrer avec 1000 francs? C'est la question que l'on doit se poser. Avec tous les investissements, ne serait-ce qu'avec tout ce qui a été fait, la maintenance et tout ça, est-ce qu'on peut y entrer? Donc, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ménages qui sont déjà confrontés à des difficultés, avec des prix qui explosent parce qu'il y a une répercussion de toutes les taxes sur le prix aux ménages. Et bon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir aller chercher beaucoup plus de monnaie pour pouvoir avoir les mêmes biens. Ça, c'est pour ceux qui en ont les moyens. Mais il y a autre chose. C'est peut-être aussi la dépréciation de la monnaie. Parce que plus
on a besoin de monnaie pour aller chercher un bien, plus on va chercher une devise pour ne pas avoir à échanger avec cette monnaie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de la difficulté que auquel le consommateur peut-être peut se opposer, se retrouver face à cette situation, il y a une autre réalité qui peut survenir, c'est celle de la stabilité du franc CFA sur un marché encore plus large. Parce que n'oublions pas que ce qui s'applique pour un ménage s'applique pour une entreprise. C'est exactement les mêmes choses parce que nous avons des besoins, nous avons des approvisionnements, nous avons 12 millions de miches de pain que nous achetons par jour, donc c'est le blé. Alors, est-ce que ça va se répercuter sur le pain après? Nous avons le carburant que nous achetons, nous avons le riz que nous achetons, et à chaque fois, si nous devons payer des taxes, plus 1%, et l'addition, la somme de ces 1% qu'on va chercher un peu partout, fait un pactole pour l'État, c'est vrai, mais qu'est-ce que cela fait sur le pouvoir d'achat et la puissance financière des entreprises? Ça, c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on s'attarde. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une étude sérieuse? Je pense qu'elle a été faite pour qu'on s'arrête sur 1%. Par exemple, pour la taxe de 1%. 1% de 100 000 francs, c'est 1 000 francs. Oui. D'accord? 1% de 100 000, c'est 1 000 francs. C'est peut-être pas beaucoup. 1% de 500 000, ça devient 500. Alors, quand on regarde tout ça, sur la somme, ça peut rapporter gros, mais sur le petit ménage, je ne sais pas. Les FMI, c'est au Sénégal jusqu'à début du mois de novembre. Est-ce que ces discussions qui ont été engagées entre les FMI et le pouvoir peuvent aboutir à un nouveau programme? Oui, là d'abord, moi je voudrais dire que je suis un peu surpris, mais même désemparé par l'attitude de ce nouveau régime. Parce que quand les gens se disent souverainistes quand même, les souverainistes, je pense que la panacée ne saurait être les FMI et la Banque mondiale. Tout le monde sait qu'avec les FMI et la Banque mondiale, c'est moins de subventions, c'est une rigueur avec des plans d'ajustement structurel et des plans d'austérité. Et tout à l'heure, vous parliez des 1% qu'il y a au niveau de ces facteurs. C'est pourquoi moi je comprends en quelque sorte que, comme le disait d'autres, que le génie humain est l'ami des paradoxes, mais que les gouvernants ne prennent pas des leçons de l'histoire. Ce parti qu'on appelle le PDS, pas le PS d'Ablaouad, mais le parti de la demande sociale, risque d'être le véritable sparring partner d'effectivement de Pastef à Gangoro. Et si aujourd'hui nous discutons avec la Banque mondiale et les FMI, surtout les FMI, pour effectivement avoir un financement et pouvoir aller loin, mais il faudra au moins qu'à travers ces discussions, qu'on ne soit pas dans une position de faiblesse. Mais on est déjà dans une position de faiblesse, parce que partout les gens crient aïe, il nous faut les FMI, il nous faut les FMI. Et récemment, il y a de cela quelques années, les Sénégal de ma génération et des générations antérieures ont vu effectivement les conditions draconiennes, difficiles, dans lesquelles le FMI a prolongé les Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Cafard libéré en avait parlé en son temps, et même Gore et Djek avaient voulu traduire ça en acte à travers notre vécu quotidien. Parce qu'il n'y avait plus de bourses qui étaient à côté, il n'y avait plus de moyens qui étaient à côté, mais il fallait faire de la débrouillardise pour arriver à tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi un grand penseur comme Aiko Yama, dans The Beautiful Ones Are Not Yet Born, l'âge d'or, qui en français, l'âge d'or n'est pas pour demain, il disait que j'ai vu des hommes détruire les voiles derrière lesquels se cache la vérité. Mais ces mêmes hommes, une fois au pouvoir, parce que ces voiles sont utiles, et il en faut beaucoup plus, c'est dit que la vie n'a pas changé. Et il dit que, cependant, de nouveaux hommes, de nouveaux styles ont émergé, et la vie est toujours la même. Et c'est exactement le même scénario dans lequel le Sénégal est proposé. Je pense qu'une discussion avec les FMI et une note totalement rabaissée par Moody's, cela montre qu'en quelque sorte, ces gouvernants-là n'ont pas le coup de France. Mieux vaut privilégier ce que l'on appelle les diasporas bonnes. Et d'ailleurs, même là, il y a un problème. Parce qu'en Europe, quand je vois les jeunes à Barcelone, avec leurs chariots, chercher de la ferraille pour vendre, ces jeunes-là n'ont pas encore les moyens nécessaires et le pouvoir d'achat qui puisse leur permettre de pouvoir participer effectivement à l'effort de redressement de ce pays. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter de dérégler l'horloge du temps. Quand on hérite d'un pays, un pays qui est stable, un pays au moins dont la démocratie était la vitrine, un pays qui était toujours cité comme modèle de développement vu le communautarisme qu'il y avait, mais aussi les pourcentages qu'on arrivait à réaliser, il fallait éviter ces déclarations d'intention qui font qu'aujourd'hui, nous avons plus voix au chapitre. Il nous sera tout à fait difficile de poser quelques conditions que ce soit au FMI, parce que lui, il aura ce qu'on appelle un couteau à double tranchant. Soit vous prenez, soit je me retire. Je pense que le Sénégal, actuellement, n'a pas besoin de du retrait du FMI. Oui.
Charles, que peut contenir un nouveau programme avec les FMI? Quelles sont les conditionnalités qui peuvent sortir? Excellente question, Alassane, parce que Dr Diouf parle de choses que nous avons connues déjà depuis 1979, par le premier programme, le truc commence en 1979 et Senghor est encore au président de la République du Sénégal. Et ce n'est qu'après, en 1984, que véritablement ça va rentrer en œuvre, et à ce moment-là qu'on va vivre ces politiques d'ajustement structurel, le budget consolidé d'investissement qui va sauter, c'est l'école qui va exploser et tout ça. Et jusqu'à présent, on vit cette situation là. Donc ça veut dire que même 40 ans après, 42 ans après, nous vivons encore. Mais là, il est évident qu'à un certain moment donné de ce pays-là, de manière historique, il a fallu peut-être avoir des subterfuges pour pouvoir mettre le Sénégal sur les rails. N'oublions pas que quand arrive au pouvoir le PDS en 2000, c'était très, très difficile au début. Il a fallu des rencontres avec certains cadres du Parti socialiste pour qu'on trouve des solutions. Et ces solutions-là, est-ce qu'il s'agissait de dette? Il s'agissait de quoi et tout? Mais en tout cas, les tiroirs avaient été là comme les vases communicants afin de pouvoir trouver des couloirs coulissants qui permettaient aux flux financiers de fonctionner. Et c'est justement là qu'on met en place tout ce qu'on appelle une intelligence financière. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui avec le FMI va vous dire, par exemple, mais écoutez, concernant le service de la dette, sur l'année 2026, 2027, 2028, vous êtes à 14 000 et quelques milliards à devoir payer. L'année prochaine, on vous parle de 5 490 milliards à payer. Vous avez 53 dimanches l'année prochaine, en 2026, et vous avez 52 samedis, ça vous fait 103 jours. On facture sur les jours ouvrés. Cela veut dire que ça va être à 20 milliards par jour que le Sénégal devra aller chercher pour pouvoir payer la dette de 2000 sur les 5 490 milliards. Mais quand vous avez un budget de 6 000 et quelques milliards, vous devez en tirer combien sur l'année? Vous voyez votre marge de progression, vous devez payer des fonctionnaires, vous payez les étudiants, la bourse des étudiants, l'argent des retraités, sans compter le fonctionnement et tout. Et là, le FMI vous tient. Mais le FMI va vous donner de l'argent. Pourquoi le FMI vous donne de l'argent? Parce que c'est ça de la haute finance. Le FMI va vous donner, il a besoin d'ailleurs de vous donner de l'argent. Mais par contre, vous allez le payer très cher. Vous allez le payer très cher parce que derrière le FMI, qui n'est pas une banque, se retrouve toute une plateforme de financiers et de flux financiers. Et ces flux financiers ne fonctionnent que par le placement. C'est par le placement. Donc, le FMI va dire, mais sous condition, je suis disposé en fonction de... Parce que le Sénégal est une destination, n'oublions pas que nous avons un front maritime quand même qui donne la possibilité d'aller jusqu'au Kenya, d'aller jusqu'à Kigali, de créer des corridors. Donc, le Sénégal est une destination. Maintenant, c'est l'intelligence, peut-être, qui à ce niveau, pour moi, pose un problème. Alors, le FMI va dire, très bien, on va mettre ça, mais il y aura des conditionnalités. La conditionnalité, c'est que ceux qui sont derrière, qui ont donné de l'argent au truc, ils sont peinards, mais ça va monter, puisque vous n'êtes pas des gens très sûrs. C'est vous-même qui le dites. Et rien ne nous prouve que vous serez plus sûrs que ceux-là qui vont venir. Il va falloir des gages. Et ces gages, vous allez les donner. Et donc, sur ces gages que vous allez donner, il y a des restrictions qui peuvent vous être imposées. On va parler, par exemple, d'électricité. Oui. L'électricité, quand on va parler d'électricité, ben écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Le Sénégal est l'un des pays en Afrique où l'électricité coûte le plus cher. On est tous très bien placés. Moi, je suis très, très bien placé pour dire que c'est impossible. Et ça pèse sur non seulement le ménage, mais n'oublions pas que ça pèse sur le coût de production. Et nous ne sommes pas dans un pays qui transforme. Et nous n'avons pas les 5000 mégawatts qui permettent d'installer une société de transformation au Sénégal. Nous sommes à 1900 watts, moins de 2000 watts. Donc, cela veut dire même que le projet d'électrification et le projet de dotation de pays de mégawatts suffisant pour permettre la création de pôles industriels, même cela peut être compromis. Le FMI va jouer dessus. Et n'oublions pas que ces mêmes financiers, cette haute puissance financière qui donne au FMI de l'argent, c'est un argent qui est issu de l'industrialisation campée chez eux en Europe, en Occident. Donc ils ne vont pas venir financer des entreprises, des industries africaines, voire sénégalaises, qui vont concurrencer les produits finaux de ces entreprises-là. Donc le coton... Hors de question pour nous que nous puissions produire notre coton que nous allons transformer sur place. Nous allons donner le couleur pour ne plus avoir à acheter du tissu. Pour avoir hors de question pour financer, pour nous permettre d'avoir une industrie
pharmaceutique. Comment se fait-il que dans nos pays, nous ayons tout ce qu'il faut comme médicaments, je veux dire comme plantes et tout ce que biologiquement que nous ayons tout et que nous soyons dans l'incapacité de produire une industrie pharmaceutique. Mais n'oublions pas aussi que nous avons tout ce qu'il faut comme karité, tout ce qu'il faut comme Nîmes, tout ce qu'il faut comme Tulukuna et tout ça, et que nous soyons dans l'incapacité d'avoir des entreprises cosmétiques. Et puis après, il y a l'agroalimentaire. 4 axes qu'ils ne vont pas financer pour que nous, on vienne concurrencer leurs produits finaux. C'est clair. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'électricité, est-ce que il n'y a pas que l'électricité, ils vont peut-être dire, bon, il va falloir que certaines subventions explosent par-ci, et cela, les précédents régimes, pour des raisons totalement politiques, électorales, tout ce que l'on veut, n'ont jamais accepté. Mais la vraie question, ça veut dire que le vrai problème de notre pays, c'est que notre budget a explosé entre 1999 et 2025. De 570 milliards en 1979, nous sommes à 6 000. À 6 000. Mais ça vient d'où ça? Est-ce que cela vient de la valeur ajoutée créée par les entreprises, par le dynamisme d'une entreprise qui est dans la production agricole, dans la transformation pour l'agroalimentaire, pour le cosmétique, pour le textile et pour tout le reste? Non. Donc, où est-ce qu'on est allé chercher? Il est évident que pendant des années, le Sénégal, c'est par le mécanisme de la dette que le Sénégal a pu doper. Bon, c'est vrai qu'avec une politique de rente, parce que n'oublions pas aussi que nous sommes devant un État rentier. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est ça aujourd'hui qui pose un vrai problème. Ça veut dire que la véritable politique financière pour le développement du privé, de la création de richesses, c'est cela qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le FMI va imposer un certain nombre de choses. C'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Donc, il est bon, dès à présent, c'est bien, on a été à Kigali, on a été à Nairobi, qui sont 2 places financières émergentes en Afrique, qui capitalisent, qui veulent faire la concurrence à Dubaï, Maurice, voire Riyad et Londres. Donc, je pense qu'il y a d'autres pistes qu'il faut anticiper. Mais il est urgent pour le Sénégal et pour les autorités sénégalaises d'anticiper tous les coups. Sinon, nous allons vers des crispations beaucoup plus sérieuses. Et ça, ça serait regrettable. Est-ce qu'il y a des alternatives au FMI? Non, moi je me dis que d'abord, partout dans les pays là aujourd'hui, on voit qu'effectivement il y a des alternatives. Parce que au moins, je pense que quelque part les gens sont devenus civilement amnésiques. Mais le Sénégal a du zircon, le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz. Moi, c'est pourquoi à chaque fois, quand j'entends les nouveaux tenants effectivement du pouvoir parler en faisant totalement abstraction de tout ceci, je dis que c'est vrai qu'on est à l'étape primaire de l'exploitation du pétrole, du gaz ou bien le zircon, peut-être il y a quelques années. Mais donc, lui au moins, comme il est un souverainiste, le président, comme aussi le premier ministre, comme le gouvernement se réclame ça. Moi, je pense qu'on pourrait au moins se mettre à contribution. Les Sénégalais, pas les Sénégalais, la diaspora. Mais comme le fait par exemple le marabout. Regardez ce qui s'est passé à Khelkom. Quand Abdou Diouf avait commencé à donner à Serigne Saliou Khelkom, mais les Allemands avaient retiré tous leurs fonds et le truc en disant qu'il y aura une déforestation. Mais quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que maintenant, non seulement il y a un reboisement, mais c'est devenu un secteur capable de pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire des Sénégalais. Donc, par rapport même à ce que l'on appelle aujourd'hui la furie maraboutique, ou bien les familles maraboutiques, à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à leurs talibés effectivement de contribuer, et dans moins de 48 heures, ou bien même 72 heures, on dépasse des centaines et des centaines de milliards. Souvent, il y a des relations de confiance aussi. C'est surtout le problème. Ils mettent l'argent là où ils ont confiance. C'est pourquoi j'ai dit que le nouveau régime-là a accusé un faux départ à la Kamala Harris, pour ne pas dire à la Biden. Pourquoi il l'a accusé? Voilà un gouvernement qui vient, ou bien un régime qui vient, qui a au moins 54% du pourcentage du vote des Sénégalais, qui ne représente pas les Sénégalais, je vous dis même, de ce que l'on appelle les Sénégalais qui ont voté du fichier électoral. Deuxièmement, en venant, on a vu qu'il y a exactement ce qu'on appelle l'état de grâce. Dès les premiers mois, ni l'opposition, ni la société civile, encore moins même les syndicats, qui ont accepté de donner le là, et pour ensuite accepter même un pacte social, ne pas aller en grève. Cela montre qu'au moins, vous avez tous les éléments nécessaires, les ingrédients sont réunis pour pouvoir avoir un pays apaisé, avoir aussi la possibilité de démarcher, avoir une trésorerie ou bien une économie effectivement de premier aloi. Mais ce qui se pose, c'est quoi? Ce régime qui est là,
est plutôt préoccupé par la trésorerie. C'est quoi? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est le train-train quotidien, les salaires, les factures et autres. Mais en termes d'économie ou bien de secteur d'économie de forte valeur ajoutée, on n'en voit pas. En dehors le musée qui a été prison, le monument de la Dior là, de la Dior à Thiès, il n'y a pas encore quelque chose à faire. Donc je pense qu'en quelque sorte, on peut avoir une alternative au FMI, mais on ne peut pas faire abstraction du FMI. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est au moins avoir l'apparemment du FMI. Parce que quand on n'est pas avec l'FMI, quand on parle autre, là déjà Moody's l'a montré, de BA, CA, A1. Donc avoir le paramètre du FMI et ensuite, comme vous le dites, avec ces places totalement financières, ces places où l'argent bruit, on pourrait au moins essayer d'avoir d'autres scénarios. Et d'ailleurs, Sonko avait toujours parlé effectivement de la Chine, il a fait des visites en Chine, il est parti aussi quelque part. Et donc, par rapport à tout ceci, comme c'est un nouveau régime qui est là, et aussi il y a quoi qu'on dise, il y a l'enthousiasme du néophyte. Arrêtons ces déclarations d'intention, arrêtons ces discours oiseux. Sachons que nous ne gérons plus le ministère de la parole, on gère exactement l'avenir et le sort de nos concitoyens sénégalais, raison pour laquelle il faudra essayer, autant que faire se peut, d'ouvrir la boîte de Pandore pour avoir le maximum d'investisseurs à un coût moins honoré que le coût du FMI. Comment justement mobiliser les Sénégalais autour du développement du pays? C'est une excellente question, mais nous avons tout. Quand on a le soleil, quand on a l'eau, quand on a la terre, on est béni de Dieu. Comment? Le soleil, qu'est-ce qu'on en tire comme profit? Est-ce qu'on tire tout le profit qu'il faut de notre soleil? Nous avons de l'air, est-ce que nous tirons le profit que nous avons de l'air? Est-ce que nous... Voilà. Aujourd'hui, mobiliser les Sénégalais, il va falloir que du point de vue économique, on puisse mobiliser les Sénégalais. Mais il faut qu'on les mobilise comment? La grande erreur pour moi, c'est de parler de pétrole, de zircon et de gaz. Pourquoi? Parce que la transformation que cela demande est hors de portée pour nous autres. Nous n'avons pas les capitaux nécessaires pour aller vers cette transformation. Par contre, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir créer les cellules, les satellites par grappe. Par grappe, ça veut dire, quand je parle de grappe de petits entrepreneurs. Pouvoir les identifier, les reconnaître dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture. Une fois qu'ils sont identifiés, qu'ils sont formés, qu'ils sont accompagnés, je veux dire du point de vue capitalistique, commencer à créer la constellation. Une fois qu'on a créé toute cette constellation de petits entrepreneurs agricoles et tout ça, on va vers ce qu'on appelle la cristallisation, soit la création de l'étoile agricole. Quand on va en exemple très simple, quand on va par exemple en Asie, c'est pas de gros producteurs, ce sont des petits producteurs qui... Le PMI. Voilà, sur les radeaux, ils réduisent de manière considérable le coût de production, le transport et tout ça. C'est sur des radeaux. Avec des hommes, quand ils sont un peu plus riches, ils mettent un hors-bord et après ça retrouve les grands radeaux et tout ça. Regardez-nous, par exemple, pour des produits qui viennent du sud, ils viennent par la route. Comment voulez-vous qu'ils coûtent moins cher? Ce n'est pas possible alors que Ziguinchor a un port. Comment voulez-vous que Kaolack, qui est le bassin arachidier, que Kaolack qui polarise un certain nombre de choses, qui avant la colonisation était un port assez important pour l'économie sénégalaise, ne le soit plus? Comment voulez-vous que le Nord, comment voulez-vous pour Dahonga? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut des stratèges. Et c'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. C'est de mettre en place une véritable stratégie économique. Et c'est bien, le président a beaucoup insisté la fois dernière. Il a dit quelque chose, on n'a pas tellement fait attention. Quand le président dit, par exemple, il va falloir qu'on évalue la presse et voir les mesures du presse et ses impacts. Par contre, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement doit être immédiate. Parce que cette stratégie nationale de développement, à mon sens, elle suppose un accompagnement justement de la PMI et de la PME, comme tous les pays au monde. Là où vous avez de très 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 grandes entreprises autour, gravitent un cercle de PME et de PMI. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Maintenant, en sachant très bien que si on nous donne l'argent, ce n'est pas pour qu'on se développe. Il faut faire attention. Ces capitalistes qui sont derrière, qui donnent de l'argent, prennent leur argent de leurs investissements et leurs investissements chez eux. À moins qu'aujourd'hui, on les invite à venir chez nous. On les invite à venir chez nous et une fois venus chez nous, à investir. Et tout à l'heure, vous avez parlé, l'autre possibilité, c'est la diaspora. Quand vous avez 2000 et quelques milliards qui rentrent par année chez vous, et dont on sait que la majorité de cette
manne financière qui descend au Sénégal va dans la consommation. Cela veut dire retourne au pays des envoyeurs. Oui. Parce que nous faisons qu'importer. Donc il va falloir qu'avec cette diaspora-là, en faire peut-être nos investisseurs, en faire des partenaires au développement, eux-mêmes qui soient impliqués. Parce que sinon, si nous allons vers ces appels, vous savez, il est plus facile, écoutez, je vous donne mon argent, vous me payez ces 7% sur 6 ans. Sur 10 ans, vous me payez, pourquoi vais-je investir quand j'ai la possibilité d'avoir autant d'argent? Parce que ne pas de l'argent, c'est pour que tu survives, que tu arrives à survivre. Mais oui. Et avoir le temps de rembourser ce qu'on t'a prêté. Non, mais c'est ça l'enfer de la dette. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes devant l'enfer de la dette. Quand on a 20 milliards de francs CFA à payer l'année prochaine, alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va chercher cet argent, on n'a pas l'économie requise. Ce qu'il faut faire, c'est appeler tous les Sénégalais. C'est vrai qu'on peut demander aux Sénégalais à faire un effort, mais vous avez moins de 500 000 Sénégalais. Disons 500 000 Sénégalais qui sont des contributeurs réels sur peut-être une population, voilà, globalement. Qu'est-ce qu'on va tirer? Est-ce qu'une économie qui a plus de 90% informelle, il va falloir l'identifier. Et quand on veut identifier un secteur, il faut investir dans l'identification. Il faut aller les voir, il faut les savoir qui est qui fait quoi, qui est où, quand va-t-on le voir et tout. Ça demande quand même beaucoup de choses. Donc c'est une stratégie, à mon sens, financière qu'il nous faut aujourd'hui. Et cela, ça demande, écoutez, c'est pas tout le monde, hein, et c'est pas forcément au niveau de la fonction publique, parce que le créateur de la richesse, je suis désolé, ce n'est pas le fonctionnaire. Le fonctionnaire encadre la création de richesse. Le créateur de richesse, c'est vous, Alassane. C'est le secteur privé. C'est moi. Et nous sommes assujettis à de grosses difficultés. Est-ce que l'État a intérêt à ce que nous, créateurs d'emplois, créateurs de richesse, nous soyons sans possibilité d'exercer notre profession? Mais comment voulez-vous que ce n'est pas possible? Donc le véritable créateur de richesse, je suis désolé, sauf si on va en Chine, on nous parle de capitalisme d'État. Encore faut-il que de plus en plus, ils ont des mécanismes qui ressemblent au capital, au libéralisme. Bon, voilà. Mais je pense que nous devons être dans une stratégie. Et ça, à mon sens, jusqu'à présent, c'est peut-être ça que je ne vois pas, en retenant qu'il y a des points d'inflexion. Je disais, c'est bien de parler de presse. Mais nous avons, sur 3 ans, par exemple, nous avons une année pour avoir une étude pour évaluer, pour savoir est-ce qu'on a atteint le point d'inflexion, pour pouvoir nous projeter en nous disant on n'a plus besoin de personne, on peut y aller nous-mêmes. Mais nous n'avons pas la transformation requise pour ça. Donc il va falloir qu'on se parle sérieusement et qu'on tire le profit et le génie de chaque Sénégalais pour qu'il comment mobiliser les Sénégalais pour justement avoir ce qu'on cherche en termes de financement? Non, c'est assez simple, quoi. Donc, les Sénégalais demandent aussi rien d'autre qu'à être carrément plus ou moins motivés, stimulés pour pouvoir faire le nécessaire. Mais moi, j'ai un problème. Quand on veut mobiliser aussi les Sénégalais, pour au moins avoir des sources de financement, alors qu'en même temps, des capitaines d'industrie ont été arrêtés, emprisonnés, et jusqu'à ce jour, il n'y a même pas de date de procès ou bien il n'y a même pas une audition sérieuse. Mais comment quelqu'un comme Khadimba, comme Tahirou Sarr, mais au moins qui pouvait rendre un service extraordinaire au Sénégal. Vous les mettez au Niouf pour le moment, depuis presque 7 à 8 mois, il n'y a absolument rien. Donc, quelque part, je dis que le régime en place n'est pas tellement conscient des atouts dont il dispose dans ce pays. Dans certains pays, on ne met pas les milliardaires en prison. Mais c'est la raison pour laquelle je dis que le génie humain est l'ami des paradoxes, comme le dit le service. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des capitaines d'industrie comme ce que je viens de citer, et continuer à serrer le verrou pour au moins empêcher toute perspective de développement. Mais c'est en quelque sorte quoi? C'est que les gens, en venant au pouvoir, ils avaient levé la barre quand même très haut. C'est pourquoi on dit que le populisme peut créer une accession au pouvoir, mais du jour au lendemain, cela va se dégonfler comme un ballon de baudruche. Et c'est le problème, c'est quoi? C'est pas que, en étant dans la gestion du quotidien, qu'on le dise ou pas, on voit que quand même il y a des difficultés énormes, réelles, concernant tous les secteurs de ce pays. C'est d'ailleurs ce qui explique la suppression des bourses sociales. Même si il y avait des impairs, mais on pouvait rectifier. Mais pour pouvoir ces Sénégalais les fédérer, il faudra faire preuve de grandeur, de dépassement, comme le disent souvent les Espagnols. Perdonaremos, no olvidaremos. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Mais quand vous scindez le pays en deux presque,
Il y a ici le camp des gens qui disent la vérité, le camp des gens qui sont bons, l'autre camp c'est tel et tel. Et là, quel qu'en soit les pirouettes et les volte-face, quel qu'en soit cette alchimie ou bien ce théorème qu'on met en place, il est évident qu'on ne pourrait pas aller loin. Donc, l'heure est à la réconciliation, l'heure est au dépassement, l'heure est aussi à la générosité. Moi, je ne peux pas comprendre que des entreprises de presse, dont le rôle n'est rien d'autre que d'informer juste et vrai, qu'on puisse supprimer l'aide à la presse, qu'on puisse même persécuter certains parce qu'ils donnent un souffle différent du souffle qu'on voudrait effectivement entendre, comme le disait le président Hollande. Il dit que le drame du pouvoir, c'est quoi? Il dit que les pouvoirs ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent et non pas ce que veut la population ou bien la vérité. Et donc, dans de telles situations, vouloir créer une synergie, une symbiose pour avoir un financement autogéré, je pense que ce serait extrêmement difficile parce que les cœurs ne sont pas tellement à l'ouvrage et je pense qu'il n'est pas encore trop tard. On l'avait essayé avec le dialogue, ne serait-ce qu'il y a eu quelques points d'accord et de désaccord, mais aussi et surtout nous avons vu l'engouement qui a été donné. Même des partis qui étaient dans l'opposition ont accepté de venir au moins participer au dialogue. Ça montre que les gens sont prédisposés à pouvoir aller avec ce régime. Mais quand même vous faites effectivement dans le reniement, quand aussi des fois vous ne respectez pas vos promesses en parlant d'appel à candidature, vous donnez les postes ensuite pour laisser les sinécures aux autres Sénégalais, il est évident que ce sera très difficile de pouvoir regrouper tous les Sénégalais autour d'un idéal. Aujourd'hui, face à cette situation, le pouvoir d'achat des Sénégalais a beaucoup chuté. Les ménages semblent être très fatigués par rapport à la situation. Et le programme des FMI peut révéler aussi la suppression de certaines subventions. Il faut le craindre. Si on va dans la suppression de certaines subventions dans le cadre de l'électricité, par exemple, de l'énergie et dans d'autres secteurs qui sont très importants pour le consommateur, celui du transport, par exemple, on sait que le transport coûte bien plus cher que cela, pour la seule et simple raison qu'on en revient au prix de l'énergie, parce que tout est lié au prix de l'énergie. Et l'État tire déjà suffisamment de ressources sur l'énergie. On paie quand même un certain nombre de choses, hein. Entre le prix initial d'acquisition de l'énergie et le prix coûtant par exemple à la pompe concernant le carburant, il n'y a que des taxes. Il n'y a que des taxes. Et c'est valable pour les billets d'avion et tout ça. C'est ce qui fait que la destination, je veux dire, on peut avoir un aperçu d'une destination alors que l'accès à cette destination pose problème parce que tout simplement il est hors de prix. Il est hors de prix pour le PME, pour la PME, la PMI, alors que les gens pourraient venir. Donc il va falloir qu'on revoie tout ça. C'est vrai que le FMI aujourd'hui, pour moi, revenir au FMI, pour moi est un échec. Pour moi est un échec. Parce qu'on ne peut pas, au nom d'un symbole, parce que pour moi il y a le symbole, il y a la stratégie. Et je préfère le symbole de ma stratégie que la stratégie du symbole. Parce que vous me vendre un symbole, c'est quelque chose. Mais je vais poser des questions essentielles. Et c'est ces questions qui sont les nôtres, journalistes. Pourquoi, quand, tout ça. Et je vais poser. Et quand, à l'arrivée, ce qui m'importe, c'est l'impact. Quelle est la mesure, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur moi. Absolument. Et le FMI, aujourd'hui, est dans une situation où il a suffisamment fait attendre le Sénégal. Oui. Il l'a quand même fait suffisamment attendre. Et nous en souffrons tous. Et nous souffrons aussi de voir nos autorités souffrir. Parce que ce qui aurait été l'idéal pour nous, c'est de les voir réussir et nous de nous sentir très bien, d'avoir les heures de loisirs. Parce qu'il y a tout un... Tu poses un débat. L'économie, elle est divisée en 3 tranches dans le jour. On a l'économie du jour, même en plusieurs tranches. L'économie du jour, l'économie de l'afterwork, l'économie de la nuit. Et dans l'économie de la nuit, il y a encore des subdivisions. Il suffit aujourd'hui de marcher dans certains endroits de Dakar, qui était vraiment le poumon de l'économie nocturne, de l'économie des loisirs. Aux Almadies. Moi, je suis Alassane. Je l'appelle Kourdiche. Je suis passé... Je suis resté, parce que j'ai toujours, moi quand on était ensemble, je l'appelais TFM, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que c'est de là qu'était né un certain nombre de projets qui faisaient qu'on gagnait beaucoup d'argent. Et quand je vois ça, je dis, mais c'est pas possible, on est en train de perdre des choses assez importantes qui par ailleurs établissent des équilibres sociaux. Oui. Mais aujourd'hui, il faut savoir que quand on prend une décision, elle a toujours 3 impacts. Un impact politique, c'est vrai, par la symbolique. Tout à l'heure, il a parlé
de certaines personnalités que je connais, que je connais qui sont en prison. C'est vrai, par le symbole, on les met en prison, mais n'oublions pas qu'en Russie, quand on a arrêté, j'ai oublié le nom de ce monsieur qui travaillait dans l'automobile, mais le secteur s'est effondré. Oui. Il y a des exemples comme ça. Parfois, le symbole est bon, mais derrière, qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que ça en vaut la peine? Et il faut échanger. Moi, je préfère voir un milliardaire lui demander quel est le circuit par lequel tu passes, dont je peux bénéficier pour pouvoir faire des choses. Payer des cautions. Lui faire payer des cautions et lui dire, bon voilà, maintenant par contre quoi, il va falloir que tu interviennes à hauteur de temps dans le développement de notre pays, en sachant très bien que tu as des ramifications, que tu as 3 ou 4 adresses, tu peux t'adresser à elle et tout de suite Bon voilà, et donc pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut beaucoup travailler. Maintenant, le FMI est en position de force. Oui, il est en position de force. Et comme je disais tantôt, derrière le FMI, il y a de gros partenaires. Il y a de gros partenaires qui s'intéressent. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, des matières. Il y a des matières très importantes pour la fabrication d'un certain nombre de matériels. Des conducteurs. Voilà. Bon, la Mauritanie, par exemple, en dispose. La Mauritanie devient aujourd'hui, par exemple, un sérieux concurrent pour nous sur la conquête des capitaux sur le marché international. Pourquoi? Il y a l'hydrogène vert, il y a ces matières qui sont là, il y a le gaz qui est là, il y a tout ça, et la Mauritanie est vaste, sans compter toutes les autres découvertes qui peuvent se faire là-bas. Le Mali aussi qui est en train de se positionner, parce que le Mali a aussi des richesses. Hein. Le Burkina Faso, le Niger, ça veut dire que nous, ce que nous avons, c'est vrai que nous avons le gaz, nous avons le pétrole, mais pour moi, ce n'est pas ce qui compte. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est la situation géostratégique, c'est la situation de notre pays, qui fait de notre pays un pays béni et qui peut faire de notre pays un hub de service. Comment faire aujourd'hui, comment s'inspirer aujourd'hui pour faire de Dakar, par exemple, un Dubaï africain. À un moment, à Tepa, on en parlait beaucoup. Comment faire de Dakar un hub de service, par exemple, une Suisse? Ce que Kigali est en train de réussir, c'est pas pour rien que Kagame, il est assez fan de nous autres. C'est nous qui n'avons pas vu là. Lui, il a vu le chemin. Kigali s'intéresse beaucoup au Sénégal parce qu'il a vu le chemin. C'est nous qui ne l'avons pas vu. C'est nous qui ne savons pas tirer profit de notre situation géostratégique, et Trump nous l'a montré. Quand Trump appelle le président de la République, c'est parce que Trump découvre que l'Iran, que Téhéran s'est quasiment amusé avec Tel Aviv en bombardant avec des missiles. Dakar-New York, c'est 6194 km. Et que donc, du coup, le front maritime devient très important. À partir de ce moment-là, on a une discussion très intéressante avec Washington, en disant, Washington, voilà, je pense que c'est là que nous avons un sérieux problème. Maintenant, le FMI, moi je suis désolé, après j'ai vraiment cru que le FMI, on en avait quasiment fini avec. Aujourd'hui, je m'en rends compte qu'il devient notre caution financière. Parce qu'en fait, comme a dit le docteur Diouf, ce n'est pas tant l'argent, c'est ce qu'il représentera en caution financière. Et si tu dis caution financière, tu parles de tutorat financier. Et ça, c'est dommage. Mais si les FMI et la Banque mondiale et tous les autres institutions internationales ont pu aujourd'hui imposer le dictat en Afrique, est-ce que ce n'est pas dû quelque part à la classe politique africaine de façon globale, la guérilla qu'on mène dans ce pays au Sénégal, on ne s'entend pas sur au moins l'essentiel? Il n'y a pas de consensus sur le plan économique. Non, mais il n'y a pas de consensus sur le plan économique. Mais de manière beaucoup plus générale en Afrique, hein, c'est la raison pour laquelle même le Burkina, Mali et Niger, eux, ils ont pris les responsabilités. Et on voit que petit à petit, mais les bailleurs de fonds commencent à leur faire les choux gras. Mais malheureusement, en Afrique, c'est quoi? Quand aussi les différents régimes qui se sont succédés, mais aussi les différents tenants de régime, ils viennent au pouvoir. Après des luttes âpres, dans beaucoup de cas, des fois aussi avec un passage assez dur dans l'opposition, où c'est très difficile en Afrique. Mais ce qui est un peu dangereux, c'est qu'une fois au pouvoir, tant qu'on n'arrive pas à avoir de véritables présidents, c'est quoi? Quelqu'un qui vient, qui est là pour son amour du pays, qui est là pour changer le pays, qui ne pense qu'à son mandat pour faire le travail nécessaire. Dans ce cas, ce qui est sûr et certain, on aura un budget crédible, capable au moins de dépasser les 6 000, 7 000 milliards pour permettre au moins à chaque Africain d'être dans sa loge et d'être dans des conditions adéquates. Mais malheureusement, quand tu arrives au pouvoir, ta première réflexion, c'est ton prochain mandat. Mais tu ne vas jamais dire la vérité, effectivement, aux Sénégalais. Tu n'auras jamais une politique
de courage, d'austérité dans quelques domaines, en évitant aussi de mettre effectivement dans une bouteille fermée ce qu'on appelle les roturiers, les gens qui n'ont ni de compte en banque, ni écrit de somptueuses voitures, ni de châteaux étincelants, et qui constituent. Vous allez parler de l'économie de la nuit. Allez pendant la nuit, regardez à travers les différentes boulangeries. À travers la rue, on ne voit que le Sénégalais qui appartient à la plaine, qui travaille d'arrache-pied, qui fait des pieds et des mains, ne serait-ce que pour contribuer au développement de ce pays. Et que malheureusement, quelque part, nous avons des gens qui sont entre quatre murs. Et c'est la raison pour laquelle souvent j'ai un peu peur quand on me parle même de la gestion avec des administrateurs civils ou bien même avec des inspecteurs des impôts et domaines. Parce que généralement, ça c'est de l'abstrait. C'est quoi? C'est la sanction. C'est des papiers, c'est des cutis et c'est la sanction. Alors que dans un pays comme l'Afrique, un continent comme l'Afrique, un pays comme le Sénégal a besoin d'avoir d'abord de la plus-value, a besoin à partir de ses ressources humaines de qualité. Parce que partout à travers la diaspora, partout à travers le monde, il y a des Sénégalais de renommée internationale qui abattent un travail gigantesque et qui sont arrivés même à sortir certains pays de l'ornière. Pourquoi pas nous ne pouvons pas le faire chez nous? Malheureusement, chez nous, il y a une situation extrêmement grave qui est le faire par l'eau et non le faire. Ça dit quoi? Quand quelqu'un n'est pas effectivement dans la même organisation politique que moi, et qu'au moins il a du génie, moi je pense que la moindre des choses, c'est au moins de ce qu'on appelle, Abdou Diouf l'avait essayé avec les technocrates. Mais même lui, en le faisant, il voulait enlever les barons du Parti Socialiste qui commençaient effectivement à lui faire ombrage, et ensuite il l'a fait. Même Abdoulaye l'a fait. Quand il a appelé Matar Diop, il y avait Matar Sylla qui est venu dans la communication. Mais avec ce régime-là, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on va de manière, à la limite même, désemparée, qu'il y a une sorte de ligne maginot à ne pas franchir. Même si on nomme quelqu'un qui n'a pas participé à l'élection, par exemple, de ce président, qui n'a pas été de leur bord, automatiquement, on crée ce qu'on appelle les 72 heures pour pouvoir, comme une meute, attaquer et éventuellement créer des problèmes. Tant qu'on est dans cette perspective, quand on est dans ce paradigme, il est inquestion, voire hors de propos, de pouvoir atteindre dans les meilleurs délais un développement et un autofinancement. Et là, je pense que quand même, je le dis et je le redis, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Regardons-nous au Sénégal, il n'y a pas de Mogonaba, il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Nigériens, c'est nous Sénégalais, en chair et en os. Donc, nous devons rechercher la plus-value, quel qu'en soit là où il se trouve, ne serait que pour hisser et booster le pays, parce que le Sénégal en a besoin. Oui, mais il faut dire aussi que le grand problème, par exemple, aujourd'hui, de notre pouvoir, c'est que, comme un peu partout dans certains pays africains, revendiquent un certain nombre de choses, par exemple le souverainisme, et c'est la nouvelle Afrique. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça ne, c'est pas forcément pour plaire à certaines chapelles et à certaines maisons financière. Ce n'est pas forcément pour plaire. C'est pour ça que je parle de stratégie. C'est-à-dire la stratégie du silence, parfois, elle est importante. Comme on dit chez nous, il faut savoir faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'Afrique aussi fait peur parce que l'Afrique, quand même, est le réceptacle. L'Afrique est la terre de toutes les richesses. Et nous sommes les seuls à habiter sur une terre excessivement riche et en étant absolument pauvres dessus, contrairement à beaucoup de pays très riches avec des sous-sols très pauvres. Donc ça veut dire que c'est dans la transformation que nous avons. Mais encore une fois, ils ne vont pas venir financer des sociétés, des producteurs, des transformateurs qui vont faire la concurrence à leurs propres produits. Ils ne vont jamais le faire. Et aujourd'hui, quand on a un pouvoir comme le nôtre qui revendique la souveraineté, c'est pour ça que je disais, quand on parle, je disais, attention, attendons notre souverain. Parce qu'on peut être souverainiste sans être souverain. C'est la grande réalité que nous découvrons. Et je l'ai dit souvent, parler de souverainisme est une chose, être souverain en est une autre. Ce n'est pas des paroles, ce sont des faits. Et quand on a par exemple quelqu'un qui s'appelle, comme le Premier ministre Ousmane Sonko, dont on a vu des partis s'inspirer au Cameroun avec des jeunes qui sont venus ici, il fait peur. Il fait peur à certains. Et il est évident que quand on sait quel est le poids diplomatique du Sénégal en Afrique, que nous sommes en train de perdre malheureusement, il va falloir qu'on travaille beaucoup pour rebondir, surtout avec cette question de dette cachée. C'est une tache noire sur nous, sur notre passeport diplomatique. Il va falloir qu'on fasse très attention. Mais aussi, on ne va pas laisser un pouvoir comme ça. C'est pour cela que nous devons être beaucoup plus stratèges et beaucoup plus intelligents. Et Sankara disait, l'Afrique a besoin de l'aide pour sortir de l'aide.
a besoin de... L'Afrique a besoin de l'aide pour sortir de l'aide. Il n'y a personne. Personne. À moins, je veux dire, même quand vous êtes extrêmement riche, vous allez emprunter. Vous allez emprunter. Mais emprunter pour sortir de l'aide. Mais ça veut dire, l'aide... C'est ça l'intelligence. Comment utiliser l'aide pour sortir de l'aide. Mais je veux dire, je vends un produit, quelqu'un l'achète, ils mettent à le lui vendre, je l'aide à l'acheter. Parce qu'à un moment, il y a cette image qui est très forte, par exemple, qu'on trouve chez au niveau de certaines populations, on marchande et on se donne la main. Mais on a négocié, on a parlé. Ça, par exemple, ça c'est dans le trade, dans le commerce et tout ça. L'aide, il n'y a pas, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Même Dieu nous aide, quoi. Je veux dire, on peut pas, c'est le premier à nous aider, c'est le premier à envoyer des prophètes pour nous parler. Mais il nous aide à le retrouver, en tout cas dans l'élévation. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir, c'est avoir de l'aide, mais ne pas avoir une mentalité d'assister. Bien dit. Merci infiniment à Charles Faye. Journaliste éditorialiste, merci à Dr Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur, expert évaluateur de la revue Hop de Bogota en Colombie. À la technique Biran Sissé, micro Alassane Sambodjo. Excellent dimanche à tous. Économie, politique, santé, la grande histoire. Le président Diouf a eu un choc. Oui, émotionnel. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Toi, Amadou Lamine Sall, tu es